Le discours annonçant le multipartisme, vous vous souviendrez que M. Mobutu, dans son discours, avait demandé qu'il y ait 3 partis. Donc l'UMPR, l'UDPS, un parti à créer qu'on suppose qu'il devait contrôler. Bon. Quand il fait ses discours, n'oubliez pas que c'est lui qui a rejeté le discours, qui a appelé au multipartisme intégral, c'était fait le président Tshisekedi. Pourquoi? Parce que, bon, on s'est dit qu'on doit donner la liberté de la parole à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Mais Mobutu, dans son discours, lorsqu'on fait l'analyse historique, il s'est basé de quoi? Puisque n'oubliez pas qu'en 1964, les événements ayant amené Moïse Tshombe au pouvoir, lorsque Moïse Tshombe, avant le coup d'État de Mobutu, Moïse Tshombe gagne des élections législatives, il se retrouve au sein de la CONACO. Donc là, il y a une coalition, la CONACO, et à l'opposition, c'est le Front démocratique congolais d'Évariste Sekimba. Ce président Tshisekedi va s'allier avec le Moïse Tshombe qui était majoritaire avant que le coup d'État. Donc on était, dans leur tête, ils voulaient continuer en essayant de limiter ces partis. Parce que vous l'avez dit tantôt, il y a des partis où au Congo vous arrivez, il y a monsieur, madame, et peut-être son enfant. C'est pas sérieux non plus. Alors nous avions appelé au multipartisme intégral en espérant que les autres partenaires joueraient les jeux. Mais malheureusement, lorsque on regarde après 1990, Mobutu devait partir en 90, mais il a fait 7 ans. 7 ans pourquoi? Parce que la versatilité de la classe politique, la corruption au Congo, l'esprit du gain facile. Donc c'est ça qui fait que le Congolais, si nous sommes dans cette situation, je pense que notre conscience à nous-mêmes aussi, nous devons nous interroger. On arrive en 97, Laurent Désiré Kabila arrive. C'est cette même classe politique qui va encore, qui va régner même ses valeurs pour aller s'asseoir avec Laurent Kabila. On arrive en 2001, Joseph Kabila arrive. C'est cette classe politique, aujourd'hui, on s'est dit, mais comment il peut avoir fait 17-18 ans? Mais je m'excuse, il fait 17-18 ans, pourquoi? Parce qu'il est soutenu par par l'élite politique congolaise. C'est ça la vérité des choses. Le peuple, vous arrivez au Congo, la misère que moi j'ai vue, mais je me suis posé la question, comment ce régime tient? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. C'est la classe politique. C'est la classe politique. On fait les accords de Sud City. Parce que j'ai essayé d'aller en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Notre président, lorsqu'il se retrouve à Sud City, on s'est dit, voilà, on a quand même, malgré nous, on accepte le 1+4 pour aller aux élections de 2006, malgré nous. Alors que les discussions étaient pratiquement closes. La vice-présidence attribuée à l'opposition devait nous revenir. Bizarrement, nous sommes à Idingo. On va avec ça. Donc c'est la difficulté de la classe politique. On arrive en 2006. On ne va pas rentrer en détail tout ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été candidats. Ben, je crois que M. Jean-Jacques Mouraine peut le témoigner. L'UDPS avait appelé à voter Jean-Pierre Mbemba. D'ailleurs, si vous regardez le score du président Mbemba, dans ce qui est considéré comme nos bastions, je dirais même Kinshasa, le MLC a fait des scores parce que la base, c'est-à-dire que nous avons mis l'intérêt général au détriment de notre propre intérêt. Ça, c'est notre philosophie. Et cette philosophie-là, vous avez même vu aux élections de 2011. Là, je vais cheminer. Alors que notre candidat, M. Tshisekedi, était en pôle position pratiquement. Mais c'est lui qui a encore voulu rassembler la classe politique. Il est allé pratiquement discuter avec des... Lorsqu'il a fait ici en Belgique la rencontre avec M. Léon Kengo, je dirais même la base du parti, le docteur ne me contredira pas, n'était pas totalement d'accord. Mais il avait cette vision-là d'essayer de rassembler. Parce que pour nous, nous disons que l'adversaire principal, c'est Joseph Kabila. L'état dans lequel le Congo est actuellement, nous n'avons pas d'adversaire dans l'opposition. Notre adversaire, c'est Joseph Kabila. Lorsque je vous ai parlé en 1964 avec Moïse Tshombe, quand Moïse Tshombe est au pouvoir, le Congo est une démocratie, l'Espagne est une dictature. Regardez aujourd'hui où est l'Espagne, regardez où est le Congo. Lorsque les Belges, on peut tout dire, ont quitté le Congo est au niveau de l'Afrique du Sud. Mais alors, allez regarder l'Afrique du Sud, allez regarder le Botswana, allez regarder le Congo. Donc en 2011, on avait encore fait cet effort. Mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. On n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Bon, actuellement, nous revenons du Congrès. Un nouveau président a été élu. Il va constituer son équipe. Et je vois que Mme Koko Boacha a un peu dit ce qui se passe. Il y a des négociations qui sont en cours. En fait, au niveau de la base du parti, les gens sont pour cette alliance.
une alliance, mais les gens sont aussi, je dirais, vigilants, parce qu'ils ne veulent pas n'importe quelle alliance, parce qu'ils ont aussi, je comprends cette population, ils ont peur de la duplicité de la classe politique. Monsieur Tchibala que vous voyez aujourd'hui, on pourrait vous faire un livre sur lui. Donc il vient de notre parti, c'est quelqu'un que les représentants ont pratiquement pris en charge ici. Je dis, mais le jour où il est parti, on est resté dans la classe politique congolaise, dans son ensemble, donc l'élite congolaise a une responsabilité majeure par rapport à la crise actuelle. Moi, je crois que c'est le message que j'avais à dire. Oui, ces négociations sont en cours. Le président Félix Tshisekedi va nommer la nouvelle équipe. Tel qu'on le connaît, c'est quelqu'un il veut un rassemblement le plus large possible. Plus important, parce qu'il faudrait que le président de demain puisse avoir la majorité. Et puis, il faudrait que l'opposition accepte que c'est celui qui sera en pole position, que les autres se retirent. Parce qu'il y en a, on a vu, hein, si François Mitterrand a été élu président en France, c'est parce que Jacques Chirac ne voulait pas que Giscard gagne. C'est-à-dire au sein même de... alors il faudrait qu'il y ait sincérité et franchise. Et avec le docteur Mougani, il essaie. Avec Madame Goubacha. Combien de réunions n'avons-nous pas fait pour essayer d'apporter même ces plats à nos dirigeants politiques? Donc c'est un travail que la Belgique aussi le faisait ici. Je ne sais pas si le représentant a deux ou trois mots à dire. Merci beaucoup nos amis de l'UNC pour avoir organisé cette rencontre. Et je voudrais saluer les mamans pour cette journée qui vous est en partie dédiée, surtout pour les interventions que j'ai beaucoup appréciées. Et je ne vais pas revenir sur l'histoire que Ange a fait ici, parce qu'il a résumé. Le plus important, c'est que notre classe politique, nous avons beau parler de l'union de l'opposition, nous avons beau parler de l'unité de l'opposition, mais qui va faire l'unité? L'unité de qui? Avec qui? Parce que cela a commencé bien depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons, je crois que c'est 600 partis au Congo. Et quand on dit l'unité de l'opposition, c'est quoi l'opposition? Ça c'est ma préoccupation fondamentale. Parce qu'on a beau dire l'unité de l'opposition, mais c'est quoi l'opposition? Parce qu'il y en a qui étaient au pouvoir jusqu'avant-hier et qui deviennent l'opposition aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que demain, il n'y aura pas ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui vont se dire opposants à la veille des élections. Et donc le problème est réel. L'union ou l'unité de l'opposition, réalité ou fiction, je pense que ça peut être une réalité, une fiction, mais le tout c'est de savoir avec qui le faire. Et moi, cette question, je n'ai pas de réponse. On a insisté ici pour les mamans sur l'aspect formation. On a insisté sur la jeunesse, l'aspect formation. Je pense que nous devrions aussi insister sur la formation de notre classe politique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Alors, comme a dit le secrétaire national de l'UDPS, ils vont partir, n'est-ce pas, parce qu'ils ont une autre activité. Mais nous allons passer la parole au secrétaire national du MLC qui va expliquer également si c'est une réalité ou une fiction. Il est le responsable des affaires extérieures de l'UNC. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup en tout cas aux militants et cadres de l'UNC pour l'invitation de ce jour. C'est difficile de parler après d'autant brillant orateur parce que finalement le sujet est épuisé. Mais je pense qu'à l'exercice des questions-réponses, on pourra éclairer l'opinion sur certains questionnements. Moi je dirais, l'adage qui dit que le premier homme est une femme, c'est vérifié aujourd'hui. Parce que j'ai eu la chance d'écouter toutes ces grandes dames avec pas simplement des grandes théories, mais surtout exemplatives. Parce qu'on apprend beaucoup, la femme est motrice de la société, la femme éduque, elle instruit, et finalement, nous-mêmes qui faisons de la politique, les hommes, si on arrive, derrière nous, il y a souvent des grandes dames. Donc moi, je retiens que la femme est un rôle moteur dans la société.
C'était un coup de chapeau, un clin d'œil pour ces femmes que je demande d'applaudir. L'unité de l'opposition, les amis l'ont développé, est un terme ou une théorie concernant notre pays qui date pour moi de pas longtemps. Parce qu'en de 60, 65 jusqu'en 2006, on n'a pas eu des élections qui a nécessité une unité de l'opposition de manière à renverser un régime. C'est depuis 2006 qu'on parle d'unité d'opposition. En 2006, on a eu Jean-Pierre Bemba comme candidat de l'opposition autour de l'Union pour les Nations. Et on a également vu la majorité présidentielle qui, avec une large alliance avec le PADOU et l'UDENA. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à réfléchir sur le besoin de l'unité de l'opposition. La suite, je crois qu'on la connaît tous. Il y a eu des élections truquées. Le chef de l'État a pu être élu. La MONUC, à l'époque, dans certains coins de la République, a même contribué à l'élection du chef de l'État. Et il a rempli jusqu'en 2011. En 2011, avant 2011, le peuple congolais était un peu abattu. Je me souviens, lorsque nous allions à des messes où le patriarche Étienne Tshisekedi participait, c'était un plaisir autant pour beaucoup d'hommes et de femmes de voir ce monsieur qui a joué un grand rôle pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Mais personnellement, j'étais souvent inquiet parce que la santé physique lors de certaines prestations nous faisait mal de voir ce grand leader en phase de maladie. Et puis en 2011, une pugnacité qu'on peut dire divine, c'est un cas de tous les Congolais, parce qu'on a vu le papa Étienne Tshisekedi remarcher, parler, se présenter comme le candidat. Il y a tout un espoir qui s'est logé derrière cet homme, mais je me souviens que, comme ça a été dit par ceux de l'UDPS, toute la classe politique, il y a eu quelques ratés, a appuyé Étienne Tshisekedi. Mais encore une fois, la tricherie s'est imposée à nous. Joseph Kabila est resté président. Ceux aujourd'hui de la communauté internationale qui critiquent Kabila, je me souviens que certains ont dit, quels que soient les résultats, l'ordre d'arrivée ne pourrait être inchangé. C'est vraiment d'une gravité énorme. Mais nous avons avalé la couleuvre et aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? En 2016, il lui fallu organiser les élections. Il n'y a pas eu d'élection. La majorité nous a imposé des dialogues. On a eu un en août avec le gouvernement de Sani Badibanga et puis la Saint-Sylvestre en 2016, entre le 31 décembre, avec un débauchage encore avec le gouvernement de Chipag. Nous sommes maintenant dans cette difficulté. Le secrétaire fédéral de l'UNC l'a dit, si on ne pense pas unité, nous empêcherons ce peuple d'avoir l'alternance politique tant espérée. Le représentant de l'UDPS, à dessein, le dit également, unité oui, mais avec qui et comment? Ce sont des grands questionnements qu'il faut intégrer. Mais au-delà du principe de l'unité, il y a quelque chose qui est important, qui justifie le travail qui se fait maintenant à Kinshasa. C'est comment juguler la fraude. Parce qu'il faut aller aux élections, même en allant avec une unité apparente, mais il faut également contrôler le processus. C'est ce qui est important. Je vais peut-être m'arrêter là pour dire que les travaux qui se font à Kinshasa entre l'UDPS, l'UNC, le MXC et d'autres personnalités de l'opposition, c'est pour mettre en œuvre toute une stratégie électorale. Il ne faut pas simplement aller aux élections le 23 décembre 2018, il faut avoir des témoins. On aura plus d'une centaine de mille des bureaux de vote. 126, 100 000 bureaux de vote. Donc, nous devons avoir au minimum par bureau de vote au moins 2 témoins. Un calcul simple nous donne déjà combien de témoins pour l'opposition? 200 000. S'il faut quand même aider ceux qui vont contrôler nos voix le jour des élections, il faut qu'il y ait, on a estimé un budget de $20 par contrôleur, par témoin. Donc on arrive à des sommes énormes que la plupart des partis politiques de l'opposition n'ont pas. Donc c'est important de faire une alliance, une stratégie par rapport aux élections maintenant. Ça nous permettra déjà de juguler la fraude, de contrôler et d'avoir nos propres résultats plus fiables de manière à s'opposer si dès lors il y a une tentative de tricher. C'est vraiment important. Nous, au MXC, on dit ceci, nous sommes d'avis
que lorsqu'il faudrait aller aux élections, que l'opposition accepte d'avoir un seul candidat. Comme l'a démontré par un jeu de chiffres Christian Bouendoa, l'opposition unie, on aura plus de chances, si dès lors on arrive à contrôler, à juguler la fraude, à avoir le prochain président de la République. On peut discuter sur ce qu'on appelle les accords préélectoraux, parce que la politique n'est pas faite de manière fortuite. La politique, j'ai vu aujourd'hui d'ailleurs avec étonnement, toutes ces femmes parler ici avec beaucoup de vigueur. Je me rends compte que les femmes en veulent. Personne n'a parlé. J'ai entendu la maman ici, il dit toutes les femmes sont quasiment le poing sur la table, elles en veulent. Et pourquoi pas les partis politiques? Donc on peut déjà discuter si aujourd'hui tel parti a la primeur de présenter un candidat qui risque d'être président, et c'est peut-être un autre parti qui va gérer le Sénat, un autre parti qui va gérer l'Assemblée nationale. Les ambitions, ça se gère avant même d'aller au scrutin. C'est ce qui crée toute une dynamique pour arracher le pouvoir. Dès lors qu'on aura nié cela, sur le principe simplement de la démocratie puritaine, nous allons droit vers l'échec. De l'autre côté, de qui s'agit-il? J'ai toujours dit, j'ai eu à le dire lors des grandes réunions qui ont réuni les leaders de l'opposition le 15 décembre, j'ai eu la chance de participer. La majorité présidentielle, qu'on se trompe, est très organisée par rapport aux élections. Parce que c'est elle qui propose des modifications de la loi, c'est elle qui a les médias les plus répandus au niveau de la nation. Nous nous trompons, Facebook, YouTube, Internet, mais ce n'est qu'un pourcentage très petit, qui n'atteint même pas de 5 à 10% de la population nationale. Sur une population de 80 millions d'habitants, où le matraquage médiatique de la majorité présidentielle au profit du candidat qui sera le leur risquera même d'étouffer toute revendication des nôtres, nous devons travailler autant qu'eux. Communiquer, et pour communiquer suffisamment, il faut être en unité, parce que parmi les leaders de l'opposition, il y en a qui ont des médias, mais si on travaille de manière concertée, on va communier, conjuguer et communiquer de manière uniforme. Mais si on est divisé, on se mettra des pots de bananes et des bâtons sur... Donc, fiction ou réalité, comme m'a dit Kabanda, je n'en sais pas trop, mais ce que nous espérons, c'est que cette unité puisse être d'actualité, parce qu'elle nous permettra de gagner un combat. Et demain, chacun pourra regagner aussi bonnement ses convictions et faire de la politique comme il entend. Voilà. J'ai dit que Ok. vous n'allez pas m'écouter. Nous sollicitons 2 ou 3 minutes. On va donner la parole au coordonnateur. Rapidement, le coordonnateur de l'UNC va pouvoir dire sur l'UNC et l'unité de l'opposition, et puis on pourra vous lire. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Bon, il y aura aussi des autres questions-réponses, mais je ne sais pas s'ils seront là ou pas. Je vous remercie, monsieur le secrétaire fédéral adjoint, pour la parole. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de cette journée, la fédération de l'INC Belgique, conduite par son fédéral, monsieur Christian Bouendoa, et toute son équipe. Nous vous remercions pour cette initiative louable. Nous remercions également toutes les femmes qui ont eu à exposer ici et à partager avec nous leurs expériences propres, ce qui est un excellent moyen de transmission et de motivation, tant pour les femmes et aussi pour les hommes. Merci à vous tous, chers camarades, mesdames, messieurs, d'être ici. Je suis Michel Moto, coordonnateur national de l'INC au niveau de la diaspora. J'allais dire secrétaire parce qu'il y a encore quelques temps, j'étais secrétaire fédéral adjoint ici en Belgique. Je travaille avec madame la secrétaire générale adjointe qui a exposé tout à l'heure, madame Nicole Tumbagwacha, qui est notre secrétaire générale adjointe en charge de la zone diaspora. Je vous transmets, et lui-même a eu à le faire, mais je m'avais chargé aussi de le faire, de vous transmettre les salutations du président Vital Kamerhe, qui a beaucoup apprécié cette initiative, et du secrétaire général, le camarade Maître Mayo. Toute la direction politique de l'INC suit de très près ce qui se passe dans la diaspora. Nous sommes un des partis les mieux organisés à l'extérieur de notre pays. Nous avons aujourd'hui 35 fédérations actives qui ont été mises en place il y a 2 mois, d'autres renouvelées et des nouvelles.
fédération aussi. Et notre stratégie, il s'agit simplement d'aller vers la diaspora, échanger, transmettre et défendre la vision que nous prenons au sein de notre parti. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de l'INC dans cette approche de l'unité de l'opposition. Tout a été dit, on va juste dire une chose, c'est que l'INC a été toujours pour l'unité. Ceux qui ont eu à suivre, qu'il s'agisse des discours du président national ou de la position prise par les partis, nous avons toujours prôné l'unité, et c'est même depuis les élections de 2011. Aujourd'hui, ça fait quelques temps, quelques mois, que le président national a pris son bâton de pèlerin et il est occupé à faire les tours des états généraux des différentes forces de l'opposition. On l'a vu au MLC, auprès de la secrétaire générale du MLC, Mme F. Bazaïba, avec le président du rassemblement, mais secrétaire général adjoint à l'époque de l'IDPS, aujourd'hui élu président de l'IDPS, M. Félix Tshisekedi. Il a eu à recevoir d'autres leaders de l'opposition, toujours dans l'optique de voir comment ensemble nous pouvons conjuguer nos forces et arriver à créer cette unité tant voulue, tant réclamée par notre population. Au niveau, après ces accords, ces premiers contacts qui ont été d'abord informels et ensuite formels, il s'est dégagé une idée que chaque grand parti politique de l'opposition devrait créer un regroupement autour de lui. Vous avez vu l'ensemble autour de Moïse Katumbi. Le MLC a créé aussi son regroupement politique. L'INC vient de créer il y a encore 2 semaines, je pense, sa plateforme aussi autour de l'INC. Et ainsi de suite, ces 4 grands partis vont converger maintenant pour mettre ensemble ce qu'on a appelé une grande structure de l'opposition, c'est-à-dire la plateforme des plateformes. Le but, c'est quoi? Il ne s'agit pas d'étouffer les ambitions. Le docteur Mbungan, il a bien exprimé ici, on ne peut pas étouffer les ambitions, mais on doit les gérer. Les regroupements politiques sont appelés à présenter des candidats, et c'est même à tous les niveaux. L'IDPS et Alliés ont désigné leur candidat plébiscité. L'ensemble a choisi son candidat. Le MLC le fera certainement dans le jour ou le mois à venir. Et l'INC se prépare à lancer aussi, à faire son congrès au cours duquel nous allons plébisciter notre candidat. Une fois que les candidats sont désignés par les différents groupements politiques, nous allons maintenant nous retrouver dans ce que nous avons appelé la méga structure. C'est dans cette organisation que nous allons choisir les candidats communs de l'opposition. Le fédéral Christian Wegwendo l'a dit ici, il est important que nous nous mettions ensemble, mais nous devons le faire dans une optique vraiment assez large. Il ne s'agit pas de gagner seulement le présidentiel, mais aller aussi à tous les autres critères. Et donc, nous nous préparons au niveau des plateformes de l'opposition à la création de cette méga structure. C'est ça qui occupe aujourd'hui les actions et les initiatives au sein de l'opposition. Donc, nous sommes ici, nous allons peut-être laisser le temps aux échanges pour que vous puissiez aussi participer, déjà que vous participez, mais bon, un peu plus. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment une méga structure de l'opposition qui va regrouper les différents groupements politiques. Je crois que je peux m'arrêter ici pour le moment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors nous allons libérer la délégation de l'UDPS. Merci beaucoup au nom de notre fédération. Et nous allons passer, on peut applaudir pour l'UDPS. Au niveau national. L'Église a un service déjà organisé qui s'assure du suivi du contrôle électoral. Et nous, en tant que politiques, nous nous sommes rapprochés avec l'Église. Vous avez remarqué qu'il y a eu, depuis janvier, des messes qui, à la fin, a mené à des manifestations publiques organisées par les laïcs, messes auxquelles nous, politiques, nous avons largement pris part. Donc, à partir de ce moment-là, je peux vous affirmer que nous sommes en contact permanent avec l'Église, avec les laïcs, et nous travaillons en symbiose.
Et le moment venu, bien sûr, nous serons heureux de profiter de l'air, non seulement de leur expertise, mais de leurs moyens. Mais cela ne va pas nous empêcher, nous, de préparer nos moyens. Nous savons déjà que l'Église est partenaire, mais nous aurons nos propres moyens aussi, et conjugués avec ceux de l'Église, je pense que nous serons de mieux en mieux, et nous serons de plus en plus à l'aise. Donc, ayez votre apaisement sur cette approche. Pour ce qui est de moyens, tout le monde l'a dit ici, nous devons nous mobiliser. Maman Ngandou a dit, la diaspora, nous voyons comment les gens sont mobilisés. Il faut qu'on s'organise pour mettre ensemble ces moyens, collecter des dons, organiser de collecte ici à l'extérieur, et ça peut se faire aussi au niveau national. Si au Congo, on prend même 1000 francs par personne, je pense qu'on peut avoir un chiffre conséquent. Et ici, dans la diaspora, au niveau de l'IMC, nous sommes en train de nous préparer pour voir comment mobiliser la diaspora et apporter notre contribution financière. C'est vraiment très important ce qui est là. Et l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Donc il faudra de l'argent. Oui, docteur. Madame Eva. Madame Madi, c'est une très très belle question. Mais je crois que dans l'imaginaire collectif, on se trompe un tout petit peu. L'Église n'est pas pour l'opposition, ni pour le pouvoir. L'Église est au milieu. L'Église ne peut pas mettre des témoins au profit de l'opposition. C'est à l'opposition elle-même de s'organiser pour avoir des témoins. Les témoins de l'Église viennent avec une certaine objectivité. Cela contribuera à ce que nous allons emmener aussi comme témoins. Donc, nous parlons avec l'Église, nous avons manifesté ensemble, nous avons des stratégies ensemble, mais l'opposition, elle aussi, s'organise pour avoir ces 200 000 témoins qui vont emmener les PV. Parce qu'on ne doit pas s'appuyer simplement sur les PV qui seront récoltés par les tiers, on doit avoir des PV qui sont récoltés par les nôtres pour que nous puissions compléter suffisamment et pouvoir avoir des éléments si dès lors, dans certains bureaux de vote, il y a eu fraude. Voilà, c'est ça aussi. On va clôturer. Il y a deux questions. Il y a Fabien et le docteur, le colonel, excusez. Le colonel était après la clôture. Un instant, on donne qui a demandé, puis on passe à Fabien. Et madame va. Non, termine, non. Allez-y. Allez-y, oui. Moi, j'ai une préoccupation, c'est-à-dire au niveau du choix candidat unique. Je crois que MLC, INC, IDPS, chacun a son un président. Mais chacun a sa vision. Comme, pardon, celui qui est là aujourd'hui, Kabila, on sait d'où il vient. Les choix de 3 candidats, ou bien s'il y aura 5 ou 6, on ne peut pas intervenir aussi la population. Par exemple, s'il y a au niveau de INC, MLC, IDPS, on choisit 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, il doit y avoir une personne. Il ne peut pas d'abord avoir un débat public pour faire intervenir aussi la population pour connaître l'homme idéal pour qu'on ne se retrouve plus avec quelqu'un comme... Parce que jusque-là, on n'a pas encore des universités comme le président de la République. Oui, c'est pas un critère. Non, parce que ça fait longtemps qu'on est dirigé par des gens qui ne sont pas des universités. Or, on a été à l'école, il y a beaucoup de gens qui ont étudié pour devenir universitaires. Si ils
doit y avoir un débat parmi les gens qu'on doit choisir comme candidats. Ça va permettre aussi aux Congolais de connaître qui va devenir. Il ne faut pas que ça se choisisse entre eux. Ok, chacun a sa vision. Il faut maintenant qu'on choisisse, la population choisisse la vision qui convient à diriger le pays prochainement. Merci beaucoup, docteur. On va les répondre au terme. Collègue, considérons ça comme une proposition. C'est de bonne initiative. Il faut que les leaders politiques puissent s'exprimer face au peuple pour qu'on puisse connaître leur programme. C'est à ce niveau, on ne peut pas faire le primaire. Donc, si on doit choisir 3 présidents de chaque parti, ces 3 présidents font un débat public pour qu'on sache, qu'on découvre. Ok, c'est une proposition, on va en tenir compte. On va prendre ça en compte. Encore une dernière question. Et Fabien va terminer et puis on clôture parce qu'il est l'heure. On va passer au cocktail. Allez-y. Oui, merci. D'abord, peut-être rectifier, l'Église catholique n'envoie pas des témoins, il envoie des observateurs. Donc, je pense qu'il y a une nuance entre les deux termes. Par rapport à la problématique, bon, j'ai entendu Dr Kabanda, j'ai entendu Dr Mbungani. Ce qui ressort, c'est que, bon, vous-même vous dites fiction ou réalité, vous n'avez pas les réponses. Bon, cela veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas encore prêts. Pour ceux qui comprennent, ils ont compris. Parce qu'il se pose un problème non seulement d'ego, il y a aussi un problème de manque de confiance, vous vous soupçonnez mutuellement. Et de ce point de vue, est-ce qu'il n'y a pas moyen de considérer les 5 années prochaines comme une transition démocratique? Je m'explique. C'est-à-dire que vous tous, nous disons tout simplement, ben, ça ne marche pas parce que tout simplement, il y a un homme qui est là, qui impose les rythmes du jeu, et tout le monde est obligé de suivre dans une certaine mesure. Là, on est en train de suivre, en fait, la caravane Kabila. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, l'objectif, c'est justement d'extirper un peu le problème du contexte congolais pour que nous rentrions dans une logique démocratique. Et en ce moment-là, comme nous avons la difficulté de trouver la personne idéale au niveau de la classe politique, vous-même, parce que vous dites que non, le problème c'est la classe politique, et heureusement, si c'est un journaliste qui l'a dit, on aurait dit non, voilà, il divise la classe politique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous mettiez d'accord, par exemple, pour une personnalité de la société civile, que vous soutenez, à qui vous donnez un cahier de charge, du moins, en ce moment-là, vous attendez les élections. Si la personne gagne, ben, et là, le rôle d'organiser de vraies élections, de réformer les institutions, et comme ça, vous venez dans une compétition saine où chacun pourra certainement battre campagne, et s'il gagne, il aura réellement gagné. Parce qu'en fait, nous savons que si vous mettez d'accord même sur un candidat, on n'est pas à l'abri d'autres coups bas, parce qu'on l'aura simplement peut-être fait pour faire plaisir aux gens. Fabien, oui, on va répondre, oui, je vous en prie. Je pense, s'il vous plaît, Fabien, comme je dirais, je répondrai de la même manière que Dr Mbungani, ne va pas dire qu'on est des politiciens. En fait, on va mettre ça dans le cadre des propositions. Et on va répondre, on va transmettre à nos autorités cette proposition. Ok. Pardon? Non, s'il vous plaît. On va. Je voudrais. Mais le terme de transition démocratique est. Oui, vas-y. C'est bon, j'aimerais bien comprendre ça. Après. Ok, on va clôturer. Oui, allons-y. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier tout le monde. Cette occasion nous a été offerte donc, par la Fédération des l'INC Belgique. Nous vous remercions de cette initiative. Je voudrais aussi féliciter parce que c'est une première activité de cette nouvelle fédération. Elle a été mise en place récemment. Et donc elle est dirigée par notre fédéral Christian Bouendois, que vous pouvez quand même l'applaudir. Et toute son équipe, le secrétaire fédéral adjoint, Papi Raphaël, qui est ici. Il y a Madame Dada Bimosa qui est là, aussi dans la salle, et toute l'équipe fédérale, qui est une nouvelle équipe, mais composée d'anciens et de nouveaux membres qui ont fait leur preuve ici à l'INC en Belgique. Et nous sommes très fiers d'avoir cette nouvelle équipe
Et vu ce qui se passe, nous attendons encore de bonnes choses. Toutes nos félicitations. Et je ne veux pas terminer sans vous présenter la délégation de l'INC France qui a fait les déplacements, conduite par le secrétaire fédéral, notre camarade Robert Biongo, et son adjoint ici, Maître Albert, et notre camarade ici, qui sont là. Ils ont fait la route pour venir participer à cette journée. Et je vous présente aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, donc notre camarade maman Espérance Caméré, qui est une femme active, qui est très active dans l'association. Et donc,